C'est leur Philippe de l'info-média du jour. Avec une question, pourquoi les fictions françaises ont du mal à raconter des histoires avec des personnages LGBT+, en clair? Pourquoi dans ces fictions ne voit-on pas davantage d'homosexuels, de lesbiennes, voire de transsexuels, alors que les productions américaines ou britanniques, sur les plateformes comme Netflix mais pas seulement, sont bien plus audacieuses? Même l'Amérique du Sud est en avance sur nous avec leurs telenovelas qui mettent régulièrement en scène des transgenres. En France, il a fallu attendre 2018 pour voir pour la première fois un couple homo dans une série quotidienne. Ce fut une petite révolution et la série Plus belle la vie a reçu beaucoup de courriers positifs et négatifs. Donc pourquoi la France a-t-elle 20 ans de retard? Comment expliquer une telle frilosité? Est-ce que ça vient des producteurs, des diffuseurs ou alors du public? Et est-ce qu'on dispose d'outils fiables pour mesurer cette représentation? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Romain Burel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Têtu qui sort aujourd'hui et qui publie dans le numéro trimestriel une grande enquête intitulée « Les séries françaises zappent les LGBT+» et qui nous a donné l'idée de faire cette info média. À vos côtés, Guillaume Renouille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Éléphant Story, qui est la filiale fiction d'Éléphant et compagnie, et producteur notamment des séries Fais pas ci, fais pas ça, Parents mode d'emploi. Une nouvelle version est désormais diffusée sur France 3 le samedi à 20h15, et on découvre deux nouvelles familles, dont une homoparentale avec deux papas. Comment s'est fait ce choix, Guillaume? Je commence par vous. C'est un parti pris. Comment ça s'est fait? C'est un choix avant tout des créateurs de la série. C'est Béatrice Fournera, la créatrice de la série, quand France Télévisions nous a proposé, parce que je rappelle que Parents mode d'emploi était sur France 2, a été arrêté il y a un an, et puis il y a quelques mois ils nous ont dit quand même c'est une marque que les gens aiment bien, qu'on aime bien, c'est important de parler de la famille, donc on aimerait redonner une vie au programme, mais on aimerait le faire d'une façon différente. Donc nous on leur a proposé de créer des nouvelles familles, et c'est vrai que Béatrice, ça faisait assez longtemps qu'elle me disait, le jour où on a la possibilité d'étendre le programme, ça serait bien de montrer la famille dans toute sa diversité. Donc on a proposé plusieurs familles, mais c'est vrai que la famille homoparentale, c'était vraiment quelque chose qui tenait au cœur de Béatrice et des auteurs avec qui elle travaille, parce qu'elle a une vingtaine d'auteurs qui travaillent. Ils réfléchissent tout le temps un peu aux évolutions du programme. Ils avaient très envie d'inscrire ça, mais comme une famille normale. C'est-à-dire que de le traiter pas comme une espèce de chose totalement déconnectée de la réalité, mais dire ça existe, ça existera de plus en plus, et ces familles vont être confrontés au même type de problème que tous les parents. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils aient une bonne éducation, etc. Mais comment ça s'est passé? La question que tout le monde se pose avec le diffuseur, la chaîne. Est-ce qu'il y a eu débat? Est-ce qu'il y a eu consensus? Comment ça s'est passé? En fait, honnêtement, il n'y a eu aucun débat. C'est-à-dire qu'on a proposé ces deux nouvelles familles, la famille recomposée mixte, parce que ça c'est l'autre famille, les Kebala, Brunetti, et très vite, la réponse est tombée très vite en disant allons-y, oui, ça paraît naturel de faire évoluer le programme comme ça. On a une famille repère qui était la famille d'origine, dont on continue à faire des rediffusions dans le programme, et puis il y a ces deux nouvelles familles qui incarnent, et franchement il n'y a eu aucun débat, ça je tiens à le dire, et je pense que c'est une évolution notable d'ailleurs, parce que moi j'ai travaillé à France 2 il y a 20 ans, d'ailleurs dans l'article de Têtu, on rappelle qu'il y a eu des premiers personnages dans Avocats et Associés, à une époque où je travaillais à France 2, donc du côté de la chaîne, c'est vrai qu'à l'époque c'était assez nouveau. Aujourd'hui, racontez, c'est très intéressant, racontez comment c'était il y a 20 ans dans les chaînes. Il y a 20 ans dans les chaînes, c'était... On disait quoi? On disait... Pas de ça chez nous? Comment ça se passait? Pas du tout. Non, on disait pas de ça. Il n'y avait pas d'interdit comme ça, mais ça venait pas naturellement de se dire tiens, on va mettre un personnage dont la sexualité va être différente. Et c'est vrai que dans Avocats et Associés, qui était un peu une série très populaire en plus à l'époque. Donc c'est bien de se servir de la popularité de série pour parler de personnages qui ont des sexualités différentes, qui se posent des questions. Et c'est vrai que le fait que Laurent Zelder, qui était le fils de l'associé dans le cabinet d'avocats, qui était censé reprendre, il avait une position un peu bizarre parce qu'il avait un problème vis-à-vis de son père, mais qui n'était pas que lié à sa sexualité. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'exister par rapport à un père très présent, grand avocat, lui-même avait fait le choix d'être avocat, et sa sexualité posait problème. Et c'était un personnage qui avait du mal à l'assumer, à le dire à son père, à le vivre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la série, et ça c'est la force des séries, c'est de pouvoir installer sur le long terme une relation qui va passer... Il y a l'étape du coming out, il y a l'étape de se mettre en couple avec un autre avocat d'ailleurs, qui s'appelait Paul dans la série, je crois de mémoire, et de les voir vivre et de les voir s'installer dans leur vie. Alors on va revenir à 2019, Parents mode d'emploi. On va entendre un extrait. Ce sont les deux papas, Olivier et Dominique, qui sont avec leur petite fille, parce qu'il y a une petite fille, oui, c'est normal, c'est des parents. Et comme tous les enfants, Clotilde a des questions embarrassantes à leur poser. J'ai une question et c'est très sérieux. Ouais, vas-y ma puce, je t'écoute. Pourquoi vous m'avez choisi moi quand vous m'avez adopté? Pourquoi quand on est à la base... Vous savez pas? Bah si, mais... Clotilde, c'est par amour. T'as un coup de foudre, et coup de foudre, ça s'explique pas. La première fois qu'on t'a serré dans nos bras, ton père a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il a dit, tout simplement, je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. C'est vrai?
Ouais, je me rappelle. J'ai dit ça, moi? Ah bah non, pas du tout. Non, t'as bégayé 2-3 mots avec une tête d'ahuri, je t'assure, il n'y avait rien d'inoubliable. Romain Burel, ça vous fait sourire. Vous avez vu cette série? Ouais, j'étais hyper content de voir que Par en mode d'emploi mettait un couple homoparental en scène. Comme quoi c'est possible dans un programme qui était un programme court à la base sur France 2, de faire exister la famille homoparentale et la famille dans tous ses états. Il y a un programme un peu similaire sur une chaîne qui s'appelle M6, qui s'appelle Scène de ménage, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, qui montre des couples dans tous leurs états, mais alors pas de couple LGBT, ça c'est pas possible. Apparemment sur M6 ça n'existe pas, c'est impossible. Il y a une vraie frilosité encore sur cette chaîne à l'idée de mettre un couple homosexuel en scène. On va justement parler des chaînes des unes des autres, il y a des moyens de comptage, vous restez avec nous, l'infomédia continue. Oui, dans l'infomédia du jour, on parle ce matin de la sous-représentation LGBT dans les séries françaises et on y revient dans un court instant sur Europe 1. Française zappe-t-elle la communauté LGBT? L'enquête du magazine Tétu met en avant le manque d'audace des producteurs français et le retard sur les séries américaines ou britanniques. Vous revenez sur ce numéro de Tétu qui sort aujourd'hui, Philippe, avec Romain Burel, le directeur de la rédaction du magazine. Pour parler de ce sujet, le directeur général d'Elephant Story, Guillaume Renouille, est également avec nous. Romain Burel, vous dites la France a 20 ans de retard. Quels exemples avez-vous chez nous et à l'étranger pour étayer cette accusation? On a des exemples qui sont les séries télé qui sont produites en ce moment. C'est-à-dire peut-être moi l'une des séries les plus passionnantes je trouve actuellement, c'est une série qui s'appelle Pause. C'est une série de Ryan Murphy qui est diffusée aux États-Unis et qui met en scène la communauté ballroom, c'est-à-dire la scène voguing aux États-Unis dans les années 80, avec c'est porté par une demi-douzaine d'acteurs et d'actrices transgenres, elles-mêmes concernées par la transidentité. Et c'est une série passionnante. Et cette série elle est fabuleuse. Ça passe sur quelle chaîne? Ça passe en France sur FX et je crois que c'est sur Pause. Ça doit être aussi disponible sur Netflix, il me semble. On peut la voir en France aussi. Bien sûr. Moi, je pensais que vous alliez me dire les grandes séries historiques, genre Queer as Folk, qui était sur Channel 4. Queer as Folk, ça a 20 ans déjà, en fait, concrètement. Oui, justement. Mais le sujet, là, on est en train de parler du retard. Bien sûr, mais c'est-à-dire, en fait, concrètement, ça fait 20 ans que les chaînes britanniques ou US ont fait leur révolution, qu'elles mettent en scène des personnages de qualité, avec un vrai background. C'est pas tout de dire, en passant, ce personnage est LGBT et on squeeze tout le reste de sa vie. Parce que concrètement, moi, ce que j'attends de ces rôles-là, c'est que ces personnages aient une vraie vie LGBT. Quand ça se résume pas simplement à une appellation, mais c'est qu'on les voit avec dans leur vie intime, on réduise pas ces personnages au coming out, mais simplement qu'on les fasse exister, qu'on se dise voilà, tiens, il a une petite amie, ils ont des problématiques d'adoption, de parcours GPA, de parcours PMA, comment ça se passe, l'homophobie au travail, etc. C'est ça d'avoir des personnages LGBT intéressants. C'est pas simplement dire en passant, voilà, cette personnage-là, c'est un personnage secondaire, elle est lesbienne, on le dit en passant et puis on passe à autre chose. Ouais, c'est comme le noir ou l'arabe de service dans certaines séries. Vous voulez pas de ça du tout? Chose, bien sûr. Pourquoi la France accuse ce que vous appelez un tel retard? C'est la société française qui est plus conservatrice que ce qu'on imagine? Moi, je crois le public n'est pas prêt, ou est-ce que les dirigeants sont frileux? Et je poserai la question également. Je crois le contraire. Je pense qu'en fait la télévision devrait ressembler à la société, et parce qu'en plus elle la modèle un peu. C'est-à-dire que quand vous voyez à la télévision représentée, vous vous sentez légitime. Il y a notre dossier dans Tétu, il commence par un témoignage d'une jeune fille qui voit une série qui s'appelle Scam, qui est pas diffusée sur les réseaux traditionnels de télévision, c'est sur la plateforme de France 4 sur le net, et Slash. Et elle découvre que l'existence d'un personnage et elle se reconnaît dedans et ça valide sa vie. Elle se dit en fait, voilà, mon identité sexuelle, je découvre quelqu'un qui a les mêmes problématiques que moi en fait. Et en fait, ça fait du bien. Je me souviens du témoignage d'un garçon trans qui avait parlé avec sa mère au téléphone de la série Plus belle la vie, et c'est sa mère qui lui a dit mais ça te parle ça, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Et d'un coup ça lui a permis de tout lâcher à ses parents, d'expliquer quel était son trouble et pourquoi en fin de compte il disait voilà, c'est des questions que je me pose, et cette série m'a permis de me dire je me sens validé parce que je me vois à la télévision. Instinctivement, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de personnages LGBT+ dans les séries françaises? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce que ça peut être quantifié? Ah oui, alors il y a d'abord ça fait quasiment 18 ans qu'aux États-Unis il y a une organisation qui s'appelle GLAAD qui compte tous les personnages LGBT dans les séries de prime time avec une vraie méthodologie scientifique, et qui permet de dire cette année par exemple plus 19% de personnes LGBT à la télévision américaine en prime time, voilà leur qualité, voilà pourquoi ces personnages sont intéressants, et ça fait un rapport qui fait 32 pages qui est absolument passionnant. Rien n'interdit à personne de le faire en France. Non, mais
y a un manque de courage absolu de la part du CSA qui vous Non, répond. mais au-delà de ça, il peut y avoir une association, vous pourriez le faire vous-même, faire un Exactement. comptage. Alors c'est l'idée qu'on fait, qu'on commence avec ce dossier, c'est de se dire maintenant, en fait, vu que le CSA refuse de le faire, qu'ils sont capables de compter le sexe, l'origine. Oui, parce et que aussi la précarité. je précise, le CSA a instauré un baromètre de la diversité qui retient 7 critères, origine, sexe, situation de précarité, pour les positionner. Est-ce que c'est plutôt des cadres ou des ouvriers? Est-ce qu'ils ont un rôle important ou subalterne? Et vous dites... pas l'orientation sexuelle, c'est-à-dire que le CSA refuse de compter l'orientation sexuelle. Ils nous répondent, c'est trop compliqué. Mais attendez, vous arrivez à savoir si quelqu'un est pauvre ou pas, parler de précarité, etc. Mais alors, par contre, quelqu'un qui en passant dirait je suis lesbienne, je suis bisexuelle ou je suis transgenre, vous n'arrivez pas, juste quand ça vous saute dans les yeux, vous n'arrivez pas à le quantifier. C'est incroyable. Et vous leur répondez quoi? Alors on leur dit justement, mais il y a des critères qui existent. Il y a n'inventez rien. Allez voir ce qui se passe à la BBC ou à GLAAD aux États-Unis. Il y a des critères, il y a des tests qui existent depuis très longtemps, depuis 18 ans. Reprenez la même méthode, n'allez pas inventer des choses. Mais au CSA aujourd'hui, il y a une vraie frilosité, ils ne veulent pas le faire. Guillaume Renouille, en tant que producteur, vous entendez ce qu'il dit? Moi j'entends complètement et je trouve l'article de Tétu très bien fait et très juste en plus. Non mais par rapport au retard de la télé en France sur la représentation LGBT, c'est vrai, mais ça ne concerne pas que la représentation LGBT. Je pense qu'en France on a un retard, mais qui est lié à la structure même de la télé en France. C'est-à-dire que la concurrence des plateformes, les nouvelles chaînes, tout ça, c'est quelque chose qui oblige tout le monde à bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le public il est beaucoup mieux informé, il a accès à plein de séries dont vous parliez. Donc le public il a envie qu'on lui parle de la société telle qu'elle est et pas telle qu'elle était. Parce que c'est vrai qu'en France Et quand je dis ça, ça concerne aussi certaines classes sociales, ça concerne certaines minorités. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'écran, pendant longtemps dans les séries, on manquait de personnages noirs, arabes, etc. Mais c'était clair, ça évolue beaucoup. Les chaînes en sont conscientes, elles font des efforts. Dans les castings aujourd'hui, c'est assez naturel pour un rôle, quand c'est pas spécifié, de proposer un acteur noir, un acteur blanc. Voilà, alors qu'à une époque, il fallait que ça soit écrit dans le scénario pour que le directeur de casting aille chercher un acteur noir. C'est même plus compliqué que ça. Je recevais hier à ce micro Pascal Légitimus, ou avant-hier, et il disait, moi je refuse un rôle s'il y a écrit noir dedans. Il dit, moi je veux bien être un avocat, je ne veux pas être un avocat noir. Je veux que mon rôle puisse être joué par un blanc. Voilà. Est-ce que, parce qu'il y a une double lecture dans tout ce que vous dites, parce qu'on l'a vu au moment du mariage pour tous, il y a plein d'homosexuels qui disent, nous, on veut juste être, entre guillemets, normaux dans la norme, et ne pas être stigmatisés, caractérisés. Bien sûr, ça je peux tout à fait le comprendre, mais l'idée c'est d'être visible à un moment donné. La question elle se pose, c'est de savoir comment vous faites pour être visible. Bon, je veux bien qu'on dise la normalité, en fait ça écrase tout, et en fait on décide, et étrangement la normalité en France, qu'on décide de la représenter, c'est toujours des couples hétérosexuels, blancs, de background catholique, etc. Et l'idée c'est que si à un moment donné vous voulez passer par des histoires un peu plus intéressantes, qui ressemblent un peu plus à la société, il faut vous poser ces questions-là, de savoir comment vous intégrez ces personnes-là dans des récits plus intéressants. Moi ça me passionnerait de voir demain l'histoire d'une famille musulmane racontée à la télévision. Ça a existé sur M6 dans les années 80, on n'est plus capable de le faire aujourd'hui, c'est un peu étrange quand même. Il y avait une série formidable dont le nom m'échappe à l'instant qui était sur Canal+, avec des histoires absolument dingues. Merci beaucoup Guillaume Renouille, patron d'Elephant Story, filiale d'Elephant et compagnie, et c'est vous qui produisez Parents Mode d'Emploi, dans lequel on peut voir un couple homoparental. Et puis Romain Burel, directeur de la rédaction du magazine Tétu, qui publie donc aujourd'hui son nouveau numéro. Christiane Taubira est en couverture et en appel de une, comme on dit, série française, les personnes LGBT+, zappées par la télé. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio. Et on continue.